Bonjour Jacques Sapir, merci d'avoir accepté l'invitation de Street Reporters pour cette interview. Merci de votre disponibilité, nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous. Alors, les petites présentations pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, j'ai l'impression que vous avez eu plusieurs vies en une, tellement votre carrière professionnelle a été riche. Vous avez commencé votre carrière comme professeur d'économie en 1977, puis vous avez enseigné à l'université Paris-Nanterre avant de devenir maître de conférences, puis directeur d'études à l'AHESS, pardonnez-moi, École des hautes sciences sociales, et responsable également de formation doctorale. Vous avez également été chercheur à la Fondation pour les études de défense nationale et par la suite consultant pour le ministre de la Défense nationale, pour le ministère de la Défense nationale, spécialiste de l'économie russe et des questions stratégiques ainsi que théoricien de l'économie. Vous êtes élu membre de l'Académie des sciences à titre étranger de Russie en octobre 2016. Alors, Jacques Sapir, première question qui me vient, et on va parler de l'actualité, notamment sur le conflit Ukraine-Russie. Je pense que vous avez certainement vu le fameux discours qu'avait donné Vladimir Poutine suite au rattachement des 4 provinces ukrainiennes à la Russie. J'aimerais avoir votre avis. Il a notamment parlé de la décadence de l'Occident, des pertes de valeur, et il a mis ça en contrario avec la Russie qui respecte les valeurs, qui est plutôt traditionnaliste. Que pensez-vous de cela ? La première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas nouveau dans le discours de Vladimir Poutine. Si vous lisez ou si vous écoutez les discours qu'il fait, depuis 2003-2004, ça apparaît alors de manière plus ou moins importante. Il y avait déjà eu une espèce de bouffée de ce type au moment de la crise des subprimes, vous savez, la crise de 2007 à 2009. Bon. Après, sur le fond, Vladimir Poutine est, sous certains aspects, très clairement, un conservateur. Autrement dit, quelqu'un qui pense qu'il y a des valeurs intangibles, qui ne croit pas en la construction sociale des valeurs. Bon, ça, non seulement je ne le partage pas, mais je pense à peu près le contraire. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait de valeurs intangibles. Je ne pense pas que parce que l'on est né en France ou en Allemagne ou en Algérie ou en Russie ou en Chine, on va devoir penser d'une certaine manière. Je pense que, bien sûr, il y a des constructions sociales qui sont propres par ailleurs à chaque pays. Ça c'est vrai. Et que ces constructions sociales ont tendance à nous construire nous aussi. Mais après, on peut s'en détacher, plus ou moins, on peut prendre du recul, avoir un regard critique avec sa propre culture. Donc voilà, je ne partage pas ces idées, mais je ne les partageais pas depuis le début des années 2000. Et surtout, le point important, je ne réduis pas Vladimir Poutine à ses idées. Bon, ce qu'il a, je vous dis, je pense que sur ces questions sociétales, il est très clairement un conservateur, mais vous pouvez avoir des gens qui sont des conservateurs sur ces questions sociétales et qui peuvent avoir des idées extrêmement intéressantes sur d'autres. Donc, là encore, je dirais, je pense que tout individu est une mosaïque d'opinions et qu'il faut toujours éviter de le réduire à une opinion. Je comprends, et puis ça peut aussi faire la montée de certains extrêmes aussi, hein, d'avoir cette réaction-là. Alors maintenant, pareil, lié à l'actualité, toujours sur le conflit Ukraine-Russie, notamment suite à l'explosion de Nord Stream 2, certains disent, hein, on a pu l'entendre à plusieurs reprises, qu'il serait dangereux pour les Américains de voir un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Et ils penserait qu'il pourrait y avoir un lien avec l'explosion de Nord Stream 2, dont le but finalement serait d'éloigner ces deux pays. Qu'en pensez-vous ? Alors, il est un fait, si vous voulez, le nombre de déclarations allant dans ce sens est important depuis, en réalité, depuis le début des années 2010, que les États-Unis ont toujours considéré que le rapprochement de la Russie ou de l'Allemagne avec la Russie
rapprochement qui avait été commencé par le chancelier Gerhard Schröder, qui a été continué par la chancelière Madame Angela Merkel, c'était une menace pour les États-Unis. Alors une menace à la fois d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue politique, mais aussi parce que l'Allemagne représentait une menace pour l'industrie américaine. Donc ça, si vous voulez, c'est un point qui est bien connu et on peut d'ailleurs documenter toute une série de frictions plus ou moins importantes qui ont existé entre la position du gouvernement américain et la position du gouvernement allemand. Et là, je dis position du gouvernement allemand, qu'il soit socialiste, ou SPD, ou qu'il soit conservateur, c'est-à-dire CDU-CSU, pour Madame Angela Merkel. Après, sur la question des explosions, du sabotage de Nord Stream 2, il faut tout de suite voir plusieurs choses. La première, c'est que le fait que les Suédois, qui sont censés mener l'enquête, refusent de communiquer leurs résultats à d'autres pays. Que le gouvernement allemand a décidé de classer tout ce qui avait référence à cet attentat comme secret défense, un équivalent de secret défense, c'est un petit peu différent en allemand, ce qui fait que les députés allemands n'auront pas connaissance de ce que c'est le gouvernement, ce qui est assez choquant. Je ne dis pas que tous les députés doivent en avoir connaissance, mais au moins l'équivalent de la commission à la défense ou de la commission aux affaires étrangères allemande, où normalement les gens prêtent serment de confidentialité, devraient être mis au courant. Là, même pas. Même ce niveau-là ne sera pas mis au courant. Ça laisse à penser que les fauteurs de cet attentat ne sont pas la Russie. Si c'était la Russie, je pense que ni la Suède, ni le gouvernement allemand ne se gêneraient pour le dire. Donc, en réalité, ça renvoie, soit ce sont directement les États-Unis, ce qui est assez peu probable, pour toute une série de raisons, parce que les États-Unis n'ont aucun intérêt à se faire prendre avec les mains dans le pot de confiture, soit c'est un pays de l'OTAN qui a agi ou de son plein gré avec l'assistance technique américaine, soit à la demande des États-Unis. Là, la liste est importante, nous avons bien entendu la Suède, mais nous pouvons penser aussi à la Pologne, dont on sait que les États-Unis ont entraîné les équipes de plongeurs démineurs. Bon, bref. Sur le plan politique, il est clair que la destruction de ce gazoduc retire à la Russie un élément de négociation par rapport à l'Allemagne. Le discours que tenait Vladimir Poutine, déjà avant l'attentat, consistait à dire « si vous acceptiez de vous mettre d'accord avec nous, bon, Nord Stream 1, il y a des problèmes de maintenance, de réparation, on ne peut pas les régler à cause de vos sanctions, le Canada bloque toute une série de pièces, mais Nord Stream 2 est opérationnel, nous pouvons reprendre nos livraisons de gaz par Nord Stream 2. » Cela, désormais, est impossible. Alors, quoique, il semble qu'il y ait un des tuyaux, malgré tout, il y avait 4 tuyaux en cause, un des tuyaux serait toujours plus ou moins opérationnel. C'est ce qu'a dit dernièrement Vladimir Poutine. Oui, mais on voit bien que là, on retire un élément de négociation et ça fait du mal à qui ? Essentiellement à l'Allemagne. Oui. Donc, je dis que cet attentat ne visait pas la Russie, il visait l'Allemagne. Et compte tenu des déclarations antérieures des États-Unis contre cette forme de coopération ou de rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, eh bien, même si ça ne constitue pas une preuve, hein, il faut le dire, néanmoins, les États-Unis sont en haut de la liste des usual suspects sur cette affaire-là. Écoutez, merci en tout cas de tous vos retours très précis sur le sujet. Alors, autre question. Nous voyons que l'Union européenne prend des mesures de plus en plus drastiques en Occident contre les Russes, notamment avec leurs sanctions. Pouvons-nous dire si cela déstabilise fortement la Russie aujourd'hui, comme l'Union européenne le laisse paraître ? Non. La réponse est très claire,
Non. Alors, ça a pu déstabiliser certaines productions. C'est vrai. Mais ce que l'on constate, c'est que les sanctions prises par l'Union européenne, mais aussi par les États-Unis, et d'ailleurs il y a une forme de coopération entre les États-Unis et l'Union européenne qui est importante, ces sanctions qui ont été prises, et je rappelle qu'il y a 8 vagues de sanctions, hein, ce n'est pas juste quelques sanctions, il y a 8 vagues ou paquets de sanctions aujourd'hui, ont atteint leur effet maximum sur la Russie au mois de juin dernier. C'est le moment où la production russe a le plus baissé. Alors elle a baissé, faut faire attention, les chiffres que je vais donner sont toujours des chiffres en pourcentage de l'année précédente. Donc en juin 2022, la production russe était de 4,5% en dessous de son niveau de 2021, de son niveau de juin 2021. Depuis, la production russe a récupéré. Et aujourd'hui, les chiffres pour le mois d'août donnent une réduction de croissance de seulement 1,6% par rapport à 2021. Ça, c'est pour le mois d'août. Nous n'avons pas encore les chiffres officiels pour le mois de septembre, mais on peut penser qu'ils vont être de l'ordre de moins 1%. Et donc, globalement, au niveau de la production annuelle, cette fois-ci, pas simplement de la production mensuelle, nous pouvons penser que la production de la Russie sera certes plus faible que la production de 2021, donc il y a bien un effet, hein, si vous voulez, indiscutablement, mais cet effet est très limité puisque cette production devrait reculer entre moins 1,5 et moins 2%, sauf si survenaient des événements catastrophiques d'ici la fin de l'année. Ça, on ne peut pas le prévoir, mais on peut effectivement l'envisager. Alors, comment la situation économique en Ukraine peut évoluer, sachant que, a priori, 60% du poumon économique ukrainien était basé dans les régions annexées aujourd'hui par la Russie? Oui, c'est tout à fait exact. Le véritable problème, c'est aujourd'hui la capacité de l'Ukraine à survivre économiquement. Alors, disons les choses comme elles sont. La production en Ukraine a reculé de 35 à 40%. Le fait qu'on ne sache pas exactement, ça tient tout simplement au fait que ce recul continue actuellement et qu'il pourrait atteindre même des niveaux supérieurs. Premier point. Deuxième point, la Russie a entrepris depuis en fait le début du mois d'octobre une campagne de destruction systématique des infrastructures, et en particulier des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cela, évidemment, va avoir des conséquences dramatiques sur l'économie ukrainienne. Troisièmement, les opérations militaires, alors que les Russes continuent d'appeler opération militaire spéciale, mais qui est une guerre en réalité, et on le voit bien quant à la nature des opérations, quant à l'ampleur des pertes d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, c'est une véritable guerre. Eh bien cette guerre a profondément perturbé toute une série d'activités économiques ukrainiennes, en particulier la récolte agricole, qui semble aujourd'hui ne pouvoir avoir lieu qu'à 35 ou 40% de son potentiel, parce qu'une partie des combats, en particulier ceux qui ont lieu autour de Kherson et dans la région, parce que les Russes comme les Ukrainiens bombardent de manière extensive au-delà de la ligne de front, eh bien ça va avoir un impact très lourd sur la production agricole ukrainienne, qui était l'un des atouts en fait de la production ukrainienne. Quatrième point qui est très souvent oublié, l'Ukraine a besoin de la mer Noire pour exporter sa production. Si vous voulez, c'est bien joli d'accumuler des produits, encore faut-il les vendre. Et si vous les avez vendus, encore faut-il les livrer. Bon. Nombre de ces produits sont trop lourds pour pouvoir être livrés en quantité par le chemin de fer. Et par ailleurs, je ne sais pas dans quelles conditions sont les chemins de fer ukrainiens avec les attaques sur les centrales électriques ukrainiennes. Le réseau ferroviaire ukrainien était très largement un réseau électrifié. Donc ça veut dire que le point de sortie, c'était les ports. Or, la Russie a
conquis le port de Mariupol, et de fait, elle paralyse le port de Nikolaïev. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens veulent à tout prix reprendre Kherson, parce que Kherson, si vous voulez, est au débouché du port de Nikolaïev. Qui tient Kherson, en fait, peut paralyser à un moment donné Nikolaïev. Et puis vous avez Odessa, qui est vraiment au sud de l'Ukraine, pas loin de la frontière avec la Roumanie, et le port d'Odessa a été largement miné, que ce soit par les Ukrainiens, quand ils voulaient se défendre contre un possible débarquement russe, hein, donc c'est tout à fait logique qu'ils minent le port, mais aussi par les Russes, qui visent à empêcher une partie du trafic qui sortirait du port d'Odessa. Tout cela aura un effet cumulatif important sur l'économie ukrainienne. Très probablement, la production ukrainienne va chuter de manière extrêmement importante et ça va s'amplifier d'ici la fin de l'année. Atteindre quoi moins 40%, moins 45%, on ne sait pas. Si vous voulez là, et il y a toujours de nouvelles destructions. Tous les jours, on apprend qu'il y a de nouvelles destructions par les attaques aux missiles ou les attaques aux drones que font les Russes. Et donc ça veut dire que l'Union européenne va devoir porter l'Ukraine à bout de bras. Porter l'Ukraine à bout de bras, ça représente, je dirais, pour le fonctionnement courant du pays, entre 55 et 75 milliards d'euros par an. Hors toute reconstruction. Si vous voulez, c'est des sommes qui n'incluent pas la reconstruction. La reconstruction, elle a été estimée par une commission mixte entre l'Ukraine et l'Union européenne entre 350 et 550 milliards d'euros. Donc, on voit bien ce que représentera l'Ukraine. Admettons que les combats s'arrêtent demain, que l'on soit dans une situation gelée, bon, grosso modo, tout ce qui est à l'est du Dniepr, enfin une partie de l'est du Dniepr, aux mains de la Russie, que ce soit reconnu ou pas, l'Ukraine à l'ouest du Dniepr, bon, mais même dans cette situation-là, ça veut dire que les pays de l'Union européenne vont devoir payer, et payer pour une durée que l'on ne peut pas connaître. Parce que quand est-ce qu'on pourra passer à la reconstruction de l'Ukraine? Pas tout de suite. Tant qu'il y a un risque que la guerre reprenne, ça n'a pas de sens de vouloir reconstruire, et bien que nous allons devoir continuer à payer et payer pour simplement la survie de l'Ukraine. Mais est-ce que justement cela ne va pas affaiblir l'Union européenne? Oui, certainement. Certainement, parce que, bien sûr, dans l'émotion immédiate, tous les pays disent « oui, nous sommes prêts à aider l'Ukraine ». Bon. Après, quand on présente la note aux différents pays, commence déjà à poser des problèmes. Bien. Mais au-delà de cette année, ben, le problème va se reposer en 2023, puis va se reposer en 2024, puis va se reposer en 2025. Et là, on risque d'être confronté à une forme de fatigue des opinions publiques et donc des gouvernements par rapport au soutien à l'Ukraine. Alors, on parlait à l'instant de l'Union européenne. Ne pensez-vous pas qu'avec les crises à répétition que connaît aujourd'hui l'Union européenne et la montée des partis des extrêmes, que ce soit extrême droite, extrême gauche, est-ce que vous pensez que l'Union européenne résistera au choc? Ou pensez-vous qu'elle pourrait se diviser, ce qui marquerait le retour aux devises nationales? Alors, là encore, si vous voulez, la situation est contradictoire. Chaque fois qu'il y a une crise, d'une certaine manière, l'Union européenne fait un pas en avant vers la solution fédérale. On l'a vu avec la crise de la Covid-19 et on le voit aujourd'hui autour de la notion de défense européenne. Bon. Mais en même temps qu'il y a ces avancées vers un processus fédéral, vous avez la montée des contradictions entre les différents pays. Bon.
aujourd'hui, et il vaut mieux préciser la date, donc au 20 octobre, nous avons une crise ouverte entre la France et l'Allemagne, qui d'ailleurs ne touche pas simplement les questions de défense. La France reproche à l'Allemagne le fait de proposer un bouclier antimissile sans avoir consulté d'abord la France, alors qu'elle était normalement obligée de le faire dans les accords franco-allemands. Bon. Et par ailleurs, reproche à l'Allemagne de ne pas jouer le jeu sur la question énergétique. Mais il y a d'autres pays qui ont aussi des contentieux avec l'Union européenne. La Hongrie, alors, petit pays, certes, mais qui est symboliquement important. La Pologne, là les enjeux sont différents, puisque la Pologne est un très vif soutien de l'Ukraine, mais qu'elle est en froid avec la Commission de Bruxelles sur ses règles intérieures. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une tendance au fédéralisme qui est assez nette, ou en tous les cas une volonté de se servir des crises pour construire des institutions fédérales, et dans le même temps, une montée des contradictions entre les pays de l'Union européenne, et on peut penser qu'à un moment donné, ça ne sera plus supportable. Alors, est-ce que l'Union européenne va se replier sur son noyau initial? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont décider que, dans l'Union européenne, il y a une vraie Union européenne et une fausse Union européenne. La vraie Union européenne, c'est grosso modo les 15 pays qui avaient voté le traité de Maastricht, bon, etc. C'est une possibilité. Est-ce que cette Union européenne va au contraire se diviser en différents pôles? Un pôle en Europe centrale, un pôle autour de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, etc. Un pôle autour de l'Europe du Sud, donc Espagne, France, Italie. Ou bien, est-ce que l'on aboutira tout simplement à l'éclatement de l'Union européenne? Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire lequel de ces scénarios va l'emporter, mais tous ces scénarios sont aussi probables les uns que les autres. Ça, c'est un point important. Après, il y a la question plus particulière de l'euro. Il faut toujours rappeler que la zone euro n'est pas l'Union européenne, hein. Même si dans les traités, normalement, il est dit que à terme, la zone euro et l'Union européenne devraient fusionner. Ce n'est pas encore le cas, et à mon avis, ça ne sera pas le cas. Bon. Mais on voit bien que là, avec la remontée des taux, avec le fait qu'à nouveau les dettes souveraines sont un véritable problème, bien, il va y avoir une véritable question, c'est est-ce que la Banque centrale européenne va pouvoir mener une politique monétaire pour l'ensemble de la zone euro, ce qui voudrait dire qu'elle maintiendrait sa politique accommodante et qu'elle déciderait de ne pas lutter de manière très ferme contre l'inflation, ou bien au contraire, est-ce que l'Allemagne imposera ses idées au sein de la Banque centrale européenne et dira non, il faut avoir une politique très ferme par rapport à l'inflation. Le fait que la hausse des prix de production, je ne parle pas des prix à la consommation, parce que sur les prix à la consommation, vous pouvez intervenir, vous savez par exemple ce que fait le gouvernement français avec le bouclier tarifaire. Bon, il y a des mesures du même type qui existent dans de très nombreux pays, mais ce qui est important, ce sont les prix à la production. Et on voit que actuellement en Allemagne, les prix à la production ont augmenté de plus de 10%. Problème, et ça va, à mon sens, réactiver, je dirais, tous les réflexes anti-inflationnistes qui existent en Allemagne, et ça va plutôt faire pencher la balance vers une politique extrêmement rigide de la part de la Banque centrale européenne. Mais là, l'Allemagne va affronter de nombreux autres pays qui vont dire non, il ne faut pas faire ça parce qu'à ce moment-là, vous allez nous tuer. Donc, on voit qu'il y a de fortes contradictions à ce niveau-là. D'accord. Écoutez, merci en tout cas de ces explications. Alors, on parcourt les différentes régions du monde, pays du monde, et maintenant partout en Afrique, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, quelques événements qui se sont passés là-bas. Certains pays d'Afrique souhaitent la fin de l'ingérence colonialiste française, C'est le cas notamment récemment du Mali, du Burkina Faso, entre autres.
Ces pays se rapprochent de plus en plus de la Russie, on peut le voir, on peut l'entendre, hein, voilà, ça passe dans les médias. La Russie apporterait son aide en termes de sécurité et de lutte, notamment contre le terrorisme, et n'aurait pas de volonté commerciale avec l'Afrique, c'est ce qu'on entend. Quels sont d'après vous les véritables intérêts et enjeux de la présence russe en Afrique? Alors, première chose, il faut dire que il y a un véritable contentieux qui est ancien, hein, qui ne date pas de cette année, et où toute une série de pays africains contestent à juste titre le comportement non pas tant du gouvernement français que le comportement des grandes entreprises françaises. Bouygues Transport a eu des pratiques extrêmement discutables en Afrique. Il a racheté plusieurs voies de chemin de fer, plusieurs lignes, il les a gérées à minima, enfin bon, et il y a vraiment toute une série de problèmes. Donc là, on peut dire qu'il y a d'une certaine manière un contentieux qui, pour ne pas avoir été traité depuis une dizaine d'années, est devenu explosif. Ça, c'est vrai. Après, la raison pour laquelle ce contentieux n'a pas été traité, c'est à la fois la volonté du gouvernement français de mettre l'accent plutôt sur la lutte antiterroriste, mais aussi la volonté d'une grande partie des élites gouvernementales africaines de continuer à profiter de leurs liens privilégiés avec la France. Un très bel exemple, c'est le franc CFA. Ça fait à peu près une vingtaine d'années, même plus, 25 ans, que j'entends, quand je parle avec des responsables de la Banque de France, l'idée d'une dissolution de la zone CFA. En fait, si la France n'avait agi qu'en regardant ses propres intérêts, elle aurait dissous la zone CFA parce que, en réalité, c'est la France qui contribue au budget de toute une série de pays africains via le maintien du CFA. Mais les gens qui exigent ou qui demandent le maintien du franc CFA, ce sont les élites africaines, les élites gouvernementales. Je ne parle pas des élites intellectuelles, mais les élites gouvernementales. Pourquoi? Parce que ça leur permet, si vous voulez, quand ils accumulent des richesses en francs CFA, de pouvoir les changer automatiquement en euros, et puis à partir de l'euro en dollars, par exemple. Ça leur donne un niveau de vie et un accès au niveau de vie européen qui évidemment est dénié aux 90% restants de leur population. Alors, je pense que le gouvernement français, les gouvernements français en réalité, ont eu un grand tort, c'est de ne pas dire les choses comme elles sont. Et de dire à quoi et à qui, surtout, sert le franc CFA. Ça nous coûte cher à nous, gouvernement français, et ça ne semble pas profiter à la population africaine. Donc, qui en profite? Donc ça, c'est un autre point, mais c'est important parce que le fait de ne pas avoir traité cette question, évidemment, suscite une animosité contre la France. On dit, ah oui, mais c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui cherchez à le maintenir. Bon. Après, évidemment, la Russie avance ses pions. Je dois dire qu'il y a 10 ans, les Russes ont fait des propositions au gouvernement français d'une forme de cogestion en Afrique de l'Ouest. En disant, voilà, nous ne sommes pas une puissance coloniale, nous n'avons pas votre passé colonial, etc. Nous pourrions reprendre toute une série de tâches sans qu'on nous accuse de néocolonialisme, mais nous avons aussi besoin de vous parce que vous avez la connaissance du terrain, il y a des choses que vous connaissez que nous ne connaissons pas, bon, etc. Fin de non-recevoir des Français. Grosso modo, vous n'avez rien à faire en Afrique, etc. La Russie dit, ah oui, nous n'avons rien à faire en Afrique, mais pourtant vous avez été bien content que nous participions à la force de stabilisation au Tchad. Alors, vous vous rappelez, c'était sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Vous êtes bien content qu'il y ait 500 soldats russes qui soient là. Et à partir de là, eh bien,
la Russie a dit, bon, ben voilà, nous allons faire des propositions en matière de sécurité. Les États africains, quand ils achètent des armes, les achètent très souvent à la Russie, pour une raison très simple, c'est que ces armes sont plutôt moins chères que des armes françaises, britanniques ou américaines. Elles sont simples à utiliser. En tout cas, les armes que les Russes sont prêts à vendre aux pays africains, bon, donc, c'est très pratique, hein, des choses qui sont simples à utiliser, simples à entretenir, qui ne posent pas des problèmes, si vous voulez, de panne, bon, etc. Et derrière cela, vous avez toute une série de groupes privés russes, qui parfois d'ailleurs sont situés dans des paradis fiscaux. Rusal, Russe Aluminium, et si je me souviens bien, a son siège social à Gibraltar. Bon. Qui sont rentrés sur le marché minier africain. Historiquement, ils ont commencé en rachetant des mines en Afrique du Sud, et maintenant ils continuent, et ils ont racheté en particulier les mines de bauxite qui sont au Gabon, au Niger, etc. Et évidemment, ceci est perçu par les entreprises françaises comme une concurrence directe. Donc on voit que derrière le problème, d'une certaine manière, de l'arrivée de la Russie et surtout de cette espèce d'engouement de toute une série de pays africains, le Centrafrique, le Mali, etc., pour les Russes, vous avez une situation extrêmement complexe, une situation où, en réalité, il y a un passif accumulé par la France qui n'a pas été traité, et il y a une politique assez opportuniste de la Russie qui utilise ce passif, mais qui utilise aussi l'incapacité du gouvernement français à mettre les choses sur la table, si vous voulez. Et d'une certaine manière, c'est le gouvernement français qui est le meilleur agent de propagande de la Russie au Sahel. Merci Jacques Sapir. Alors, on va parler des BRICS maintenant. On voit que les BRICS travaillent afin de se désolidariser le plus possible de l'Occident. Un nouveau monde multipolaire est en train de se dessiner, on le voit très bien. Comment voyez-vous l'avenir de l'Occident dans les 10 à 20 prochaines années ? Il est très clair que ce que nous vivons est à la fois une démondialisation et une désoccidentalisation du monde. Si vous voulez, pendant quasiment 3 siècles et demi, hein, si vous voulez, 18e, 19e, 20e siècle, même avant, les pays de l'arc atlantique, c'est-à-dire les pays d'Europe occidentale et puis leurs colonies américaines, puis les États-Unis quand ils sont devenus indépendants, ont été le véritable centre du monde. Mais il ne faut jamais oublier que, alors il y a des collègues historiens qui ont reconstitué le PIB mondial en 1600, et ils ont constaté qu'à cette époque-là, la Chine faisait plus de la moitié du PIB mondial. Ah oui, c'est intéressant à savoir. C'est un point important. Oui. Bon, l'Inde faisait 20%. En 1600 donc. Voilà, en 1600 à peu près, entre 1600 et 1650. Alors, cette espèce de montée de l'arc atlantique, je préfère parler d'arc atlantique que de pays occidentaux, cette montée de l'arc atlantique, elle est liée effectivement au processus d'industrialisation, au fait que c'est dans ces pays de l'arc atlantique que le capitalisme s'est développé en premier, ce qui a donné une forme de supériorité matérielle, de supériorité financière, de supériorité militaire aussi, à ces pays-là. Mais on voit que, depuis une vingtaine d'années, le mouvement est en train de s'inverser. Et il s'inverse très vite. Et aujourd'hui, en fait, si vous voulez, vous prenez le calcul du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, ce qui est plus pratique pour faire des comparaisons internationales, eh bien, vous voyez que la Chine est au-dessus des États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est à peu près 16% du PIB mondial, important, hein, non ? La Chine, c'est environ 19%. Alors vous allez, oui, 19%, mais ils sont 1,5 milliard. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que le PIB par habitant est plus faible. Mais néanmoins, en termes, si vous voulez, de poids mondial,
la Chine est aujourd'hui le pays dominant. L'Inde est en train de progresser très vite. Elle est autour de 8% du PIB mondial. Et donc, autour de ces pays-là, s'est constituée, alors d'abord, l'organisation qui s'appelle les BRICS, organisation qui va s'étendre ces prochaines années, puisqu'il y a plusieurs pays qui ont demandé leur adhésion. Je rappelle, l'Indonésie a demandé son adhésion, l'Argentine a formellement demandé son adhésion, le Mexique a commencé des discussions en vue d'une future adhésion. Vous avez la même chose au niveau de la Turquie, et là ça devient très intéressant, c'est un pays de l'OTAN qui souhaiterait adhérer aux BRICS. On voit tout de suite le problème que ça pose. L'Arabie Saoudite. Et l'Algérie peut-être et l'Algérie aussi. Donc, alors ils sont à une première étape, si vous voulez. On ne va pas parler d'adhésion tout de suite, mais ils seront au moins pays associés aux BRICS. Donc on voit que les BRICS sont en train de se développer, et de se développer très vite. Et là, en fait, ça correspond à une forme de basculement du monde de l'espace atlantique vers l'espace, je dirais, Pacifique-Océan Indien. Puisque, on voit très bien avec le cas de l'Inde. L'Inde, c'est l'océan Indien, et la Chine, elle assure un petit peu une forme de contact via la mer de Chine, et avec un pays, justement, qui a demandé son adhésion au BRICS et qui est très important, c'est l'Indonésie. Et l'Indonésie se trouve en fait à la charnière entre l'océan Indien et la mer de Chine. Donc, ça, c'est une chose qui est absolument claire. Après, quelle sera la réaction des pays de l'arc atlantique? Est-ce qu'ils le comprendront? Est-ce qu'ils seront capables d'établir des relations de coopération avec ces pays-là? Ou est-ce qu'au contraire, ils rentreront dans une logique de conflit vis-à-vis de ces pays? Ça, c'est la grande question qui dominera, je pense, les 20 prochaines années. Mais ce qui est déjà acquis, on peut considérer que c'est une chose qui est actée, c'est le fait que le basculement a eu lieu. Et ce basculement, si vous voulez, moi j'ai fait divers travaux là-dessus, je pense qu'il a eu lieu entre 2017 et 2019. Donc avant la crise de la Covid, et la crise de la Covid l'a en un sens accéléré parce que cette crise de la Covid, l'impact sur les économies de l'arc atlantique a été beaucoup plus fort que sur les économies d'Asie. Alors, je voudrais revenir sur un petit point tout à l'heure. Vous parliez de l'Argentine et de l'Indonésie. Parlons du système monétaire maintenant, puisque les BRICS sont en train de créer finalement un nouveau système monétaire afin de réduire leur dépendance à l'égard du système financier, alors je vais dire occidental, mais de l'arc atlantique. Oui, voilà. Donc, plusieurs pays ont proposé leur candidature. Voilà, l'Argentine, on l'a dit tout à l'heure, l'Indonésie également. Quelles en seraient les conséquences pour nous, du coup, enfin pour l'Occident? Alors, en fait, la question, elle se situe à plusieurs niveaux. Ce qui est en train de se faire actuellement, c'est moins la constitution d'un nouveau système que le retour à des relations bilatérales. C'est le fait que toute une série de pays passent des accords avec d'autres pays. Par exemple, l'accord entre la Russie et l'Inde, qui fait que l'Inde va pouvoir acheter en roupies ou vendre en roupies, même chose, la Russie va pouvoir vendre à l'Inde en roubles ou acheter en roubles. Donc c'est cette idée que, on unit nos deux monnaies, on a des accords du même ordre entre la Russie et la Chine, des accords sont en train de se négocier avec toute une série d'autres pays, les Philippines, l'Indonésie, etc. Bon, ça c'est un premier niveau, et cela va d'une certaine manière correspondre à une baisse en importance du dollar. Ça n'aura pas de conséquences sur les grandes banques parce que, si vous voulez, ces opérations en roupies ou en diverses autres monnaies, eh bien, les grandes banques peuvent le faire. Deuxième niveau important, c'est que la Chine, elle a aujourd'hui un projet certes à long terme, il faut compter une vingtaine d'années, de développer, alors soit le yuan, soit une espèce de monnaie commune aux BRICS, comme monnaie de réserve internationale, avec cette idée toujours de dire le Fonds monétaire international ne sait traiter que les crises
dans les pays de l'arc atlantique ou dans les pays occidentaux. Donc il faut que nous ayons l'équivalent, notre propre fonds monétaire au niveau des pays d'Asie. Bien. Sauf que si vous voulez faire ça, il faut que vous développiez votre dette. C'est un paradoxe, mais en fait, une monnaie est d'autant plus importante au niveau international que le pays qui l'émet est endetté, pour une raison très simple. Qu'est-ce que ça veut dire pour d'autres pays de détenir de la monnaie américaine ou, inversement, de la monnaie chinoise? Bon, ça veut dire détenir des bons du trésor. C'est pas, si vous voulez, quand on dit que la Banque centrale de l'Indonésie a développé ses réserves en yuan, c'est pas des yuan billets qui sont dans les caisses ou dans les coffres de la Banque centrale indonésienne. Ce sont des bons du trésor. Ce sont des bons du trésor. Donc ça veut dire que, est-ce que ces pays, autour de la Chine essentiellement, sont prêts à développer massivement leur dette interne et à laisser cette dette être achetée librement par les autres pays? Et c'est ça l'enjeu. Et tant que les Chinois ne l'auront pas fait, car aujourd'hui, ils ont une dette extrêmement importante, mais ils interdisent à des non-résidents de l'acheter, eh bien, le yuan ne sera pas une monnaie internationale. Dernièrement, sur les conséquences par rapport à nous, Européens, eh bien, ça veut dire que le temps où nos monnaies, au départ la livre, puis la livre et le dollar, aujourd'hui l'euro, le dollar, l'euro qui en fait joue un rôle assez faible, et un petit peu la livre, étaient des monnaies internationales, ce temps est en train de s'achever. Là encore, ce n'est pas une chose dramatique, mais simplement, ça va imposer à nos systèmes bancaires et financiers de s'adapter, et je n'ai pas le sentiment que ces adaptations soient faites pour l'instant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va passer maintenant aux États-Unis, mais très rapidement, deux petites questions. Les États-Unis sont un des plus gros importateurs d'uranium russe. Le gouvernement américain envisage de réduire les importations. Ont-ils la possibilité de se passer complètement de cet uranium russe, d'après vous? À terme, oui. Je dis bien à terme. Mais il faut savoir que si les États-Unis se passent complètement de l'uranium russe, ça va faire monter le prix de l'uranium. Ah oui, vous réduisez la base d'offres, la demande, elle, est inchangée, ça fait monter le prix. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que les États-Unis sont prêts à payer 50 ou 75% plus cher leur uranium? Peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. Si vous voulez, je n'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est que les États-Unis ont toujours acheté une grosse partie de leur uranium hors des États-Unis. D'ailleurs, historiquement, au départ, c'était au Congo belge qu'ils l'achetaient. Bon. Et que donc, c'est une logique évidente. Dans la mesure où il y a beaucoup de pays qui envisagent de se doter de centrales nucléaires. Bien sûr, des pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite en premier lieu, le Maroc, bon, etc. Il faut savoir que le principal programme électronucléaire, c'est le programme chinois, puisque la Chine a prévu de construire à l'horizon de 2035 l'équivalent de 45 centrales nucléaires supplémentaires. Sur ces 45 centrales, Rosatom, qui est la compagnie russe, espère pouvoir en construire entre 15 et 25. Et donc ça veut dire que la demande d'uranium de la part de la Chine va monter exponentiellement. Et donc, de toutes les manières, je crois que l'uranium russe trouvera un client beaucoup plus sûr et beaucoup plus stable avec la Chine qu'avec les États-Unis. D'accord. C'est très clair. Et alors maintenant, pareil, toujours lié aux États-Unis, je pense que ça ne vous a pas échappé. Que pensez-vous de la décision de l'OPEP de réduire sa production de pétrole aux grandes dames des États-Unis qui réclamaient, eux, une hausse, ce qui a d'ailleurs généré une réaction assez glaciale de Washington? Et on peut ajouter une réaction non moins glaciale de la part des dirigeants d'Arabie Saoudite
en rétorsion à cette réaction. Tout à fait. On est aujourd'hui dans un échange de choses assez désagréables entre les deux pays. On a l'impression d'un couple qui est sur le point de divorcer, hein, si vous voulez. C'est un peu ce que, oui, c'est l'impression que ça nous donne. Tout à fait. Alors, il faut d'abord rappeler une chose. Les États-Unis avaient l'habitude d'avoir face à eux une Arabie Saoudite qui était assez complaisante. Ça a été le cas, par exemple, en 2014, où le gouvernement de l'Arabie Saoudite a provoqué, fin 2014, un effondrement des prix du pétrole, ce qui a causé à l'époque des difficultés, certes temporaires, mais non négligeables, à la Russie. Aujourd'hui, la situation est très différente. D'ailleurs, on le voit, la tentative des États-Unis de dire au prince Ben Salman, ah non, c'est pas bien ce que vous avez fait, on ne découpe pas la tronçonneuse des journalistes, non, ça fait vraiment désordre, et en plus, vous l'avez fait en Turquie, vous l'auriez fait chez vous, on pourrait passer les ponts, là c'est trop bon, etc. Bon. Aucune réaction de la part des Saoudiens. Et cet été, le président Biden retourne à Riyad et il demande à l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production. Et les Saoudiens lui ont dit à l'époque non. Donc il est rentré, il a dit oui, j'ai négocié quelque chose parce que le prix du pétrole est un argument extrêmement important dans la politique intérieure américaine. Et ce que visait Joe Biden, c'était les midterms qui vont avoir lieu le 8 novembre. Mais en fait, l'Arabie Saoudite mène sa propre politique désormais, en coopération avec la Russie, parce que si vous voulez, l'Arabie Saoudite est certes le premier exportateur, mais le premier producteur, c'est la Russie. Bon, sauf que la Russie consomme aussi beaucoup de pétrole elle-même, parce que c'est une économie développée, c'est une économie industrielle, ce que n'est pas l'Arabie Saoudite. Bon, donc ces deux pays sont obligés de s'entendre pour gérer le marché du pétrole, et les Saoudiens, ça ne veut pas dire qu'ils se sont pris d'un amour immodéré pour Vladimir Poutine, mais ils considèrent que leurs intérêts aujourd'hui sont beaucoup plus convergents avec les intérêts russes qu'avec les intérêts des Américains. Donc, ils ne tiennent plus compte, et c'est ça l'important, ils ne tiennent plus compte des demandes américaines. Alors, évidemment, les États-Unis sont surpris, blessés. Comment ce petit pays dont nous avons été les protecteurs historiques depuis 1945, maintenant, bon, mais ils vont devoir s'y faire. Et il y a un autre problème, c'est que, bien sûr, les États-Unis peuvent tenter de fomenter une révolution de palais en Arabie Saoudite. Quoique j'ai le sentiment, je peux me tromper, je ne suis pas un grand spécialiste de la politique intérieure saoudienne, mais j'ai quand même le sentiment que le prince Ben Salman a plutôt verrouillé la... Et je pense que plus ils se montreront en colère par rapport à l'Arabie Saoudite, plus ça poussera l'Arabie Saoudite vers la Russie. Et donc, c'est un bel exemple d'une politique qu'on peut certes comprendre, que les États-Unis soient surpris, choqués, oui, mais le fait de le dire, et le fait de le dire publiquement, dans les termes où c'est dit publiquement, ça a en réalité des conséquences contre-productives par rapport aux relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Au lieu de dire, bon, ok, voilà, vous voulez être grand, d'accord, nous comprenons, mais est-ce que vous êtes sûr que vos intérêts sont bien servis par telle politique ou telle politique? Ce qui pourrait être une attitude américaine intelligente. Non, les Américains se braquent, Washington se braque, et se braquant, ils font que les Saoudiens se braquent encore plus en réaction, et ça accélère un processus qui avait commencé il y a déjà 3-4 ans, et qui aujourd'hui va probablement aller se développant. D'accord. Alors maintenant, on va revenir en France, et quelque chose qui nous touche particulièrement toutes et tous, c'est justement l'inflation. Vous aviez indiqué que l'inflation n'influence pas toujours négativement la croissance économique. Oui. Or, on connaît ces derniers temps une remontée fulgurante de l'inflation. Certaines banques, par exemple, ne sont plus en mesure de suivre leurs clients sur le financement de leurs prêts immobiliers avec la remontée des taux et le plafonnement des taux d'usure. Forcément, tout cela va impacter la consommation.
D'après certains experts, l'inflation reviendrait entre 2,5 et 3% d'ici 2024. Comment voyez-vous la situation économique en France dans les prochains mois et à quoi faut-il s'attendre pour 2023 ? Alors, l'inflation aujourd'hui n'est pas une inflation de demande, c'est une inflation d'offre. C'est parce qu'il y a une réduction de l'offre, alors que cette réduction ait été liée avec les conséquences de la crise de la Covid-19, ou qu'elle soit liée avec les conséquences de la guerre en Ukraine et aux sanctions. Grosso modo, une partie de l'offre est artificiellement réduite, pour ces différentes raisons. Et évidemment, la demande restant, ça provoque une inflation. Mais cette inflation, justement parce qu'elle est une inflation d'offre, c'est une inflation, je dirais, qui n'est pas tirée par la demande, demand pull en anglais, mais qui est poussée par les coûts, cost push. Et on le voit très bien, c'est aujourd'hui la hausse des coûts, que ce soit le coût des hydrocarbures, que ce soit le coût des matières premières alimentaires importées, qui déclenche cette inflation. Bon, là oui, ça va poser un très gros problème. Alors, pour la France, pour l'instant, les effets de l'inflation sont relativement compensés par une politique gouvernementale extrêmement importante, mais qui ne pourra pas être continuée en 2023. Si vous voulez, par exemple, le gouvernement subventionne les consommations d'énergie, en faisant en sorte que le prix soit fixé artificiellement bas. Bon, ça lui coûte très cher. Sur les questions pétrolières, il aurait dépensé d'ici le 1er novembre environ 24 milliards d'euros, et comme ces mesures vont être prolongées normalement jusqu'au 15 novembre, mais on peut penser au-delà, c'est-à-dire ça va continuer encore 3-4 mois, le coût va continuer d'augmenter. Est-ce qu'il va augmenter encore de 10 milliards, de 15 milliards? Bon, donc on a cette situation. Et à partir de 2023, progressivement, la France va être confrontée à la réalité de ces hausses des prix, parce que le gouvernement ne pourra plus intervenir. Donc ça, tous les experts sont d'accord pour dire que ça va entraîner une baisse importante de la croissance, voire une petite récession. Mais ce n'est pas le seul problème. Le problème, c'est que, à côté de nous, l'Allemagne est confrontée à une pénurie absolue d'énergie. Ce n'est pas simplement un problème de renchérissement de l'énergie, c'est le fait qu'elle n'aura pas assez d'énergie pour faire fonctionner son industrie. Et donc, si rien ne change, si aucun accord n'est trouvé avec la Russie d'ici le mois de janvier prochain, là, les conséquences seront très graves. On craint que, dans le pire des scénarios, l'économie allemande régresse de 3,5%, enfin le PIB baisse de 3,5%, et il est évident que la France étant le principal client de l'Allemagne, de même que l'Allemagne est le principal client de la France, il est évident que cela aura des conséquences supplémentaires sur la croissance française. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui faire un calcul sur la croissance en tenant uniquement compte de la question de l'inflation. Vous devez aussi regarder la question de la croissance ou de la récession, plus probablement, parmi nos proches voisins, Allemagne, mais aussi Italie, on peut en parler, mais aussi Belgique, qui sont les pays avec lesquels nous développons un commerce traditionnellement extrêmement important. Et on peut penser que si ces pays plongent dans la récession en 2023, indirectement, nous serons aussi touchés. C'est ce que nous, économistes, nous appelons des effets de second tour. Si vous voulez, on n'est pas touché au premier tour, mais comme certains pays sont touchés, on est touché parce qu'ils sont touchés, si vous voulez. Comme un effet domino. Exactement, c'est un effet domino. Donc moi je pense qu'en réalité, nous pourrions avoir une récession de 1,5%, voire de 2%, donc de moins 1,5% ou de moins 2% en 2023.
si l'Allemagne a effectivement une récession de l'ordre de moins 3,5, ce qui est annoncé par toute une série d'instituts dans le pire des scénarios, c'est-à-dire dans le scénario où il n'y a plus de gaz, où il n'y a plus du tout de livraison de gaz par la Russie, etc., etc. Bon. Par ailleurs, quant à l'inflation, espérer que l'inflation revienne à 2 ou 3% en 2023 me semble... 2024. Ou même 2024, ça me semble être, si vous voulez, des plans sur la comète. Je pense qu'il est beaucoup plus probable que nous aurons une forte inflation parce que nous n'aurons plus les mécanismes de type bouclier qui ont joué cette année. Donc je pense que l'inflation sera aussi forte en 2023, 5-6%, peut-être plus. Et que nous ne reviendrons à une inflation qui était traditionnellement celle de la zone euro autour de 2%, pas avant 2025 ou 2026. Ah oui. Évidemment, ça va poser des problèmes de pouvoir d'achat, et si vous voulez, il va falloir trouver des mécanismes protégeant en tous les cas les fractions les plus sensibles de la population, parce que, en plus, cette inflation n'est pas une inflation sur l'ensemble des produits. C'est une inflation qui touche essentiellement les produits énergétiques. Donc ce sont les gens qui ont besoin de gazole ou d'essence pour se déplacer qui sont le plus touchés. Et donc ce que l'on voit, c'est que dans cette inflation, c'est plus la France périphérique que la France des villes qui va souffrir, et ce qui pose un gros problème de savoir comment peut-on aider ou permettre à cette France périphérique de passer le cap de cette forte inflation. Et alors, la transition est toute trouvée, et ça sera d'ailleurs notre dernière question. Emmanuel Macron l'avait indiqué récemment lors de son discours. Que signifie pour vous la fin de l'abondance ? Alors, il y a une manière un petit peu philosophique de voir ça. C'est vrai que nous sommes dans un monde où l'énergie ne sera plus abondante et bon marché, mais sera rare et chère. Oui, de ce point de vue-là, il aurait été préférable qu'Emmanuel Macron le dise sous cette forme. De dise, nous sommes en train de vivre la fin d'une période où l'énergie était globalement à très bon marché, absolument disponible, bon, etc. Nous allons rentrer dans une période où l'énergie sera chère et deviendra de plus en plus rare. Après, quand il parle, une autre manière de comprendre ses propos, c'est de dire, oui, Français, vous dépensiez trop, vous allez devoir vous serrer la ceinture. Et on sait très bien que ce genre de discours ne peut être entendu par la population que si les plus riches donnent l'exemple. Et ça va reposer un problème, si vous voulez. Prenons la question du salaire de M. Pouyanné. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent, mais regardez, par rapport au salaire des autres PDG, en particulier des PDG internationaux, et le marché du travail pour les PDG, il est plutôt international, M. Pouyanné, il touche 3 fois moins que ce que touche M. Tavares à Stellantis, ex-PSA. Oui, c'est vrai. Néanmoins, un salaire annuel de 6 millions d'euros, cela reste indécent et même obscène pour une majorité de Français. Même si il laisse 60% de son salaire aux impôts. Je ne suis même pas sûr parce qu'il y a des systèmes d'optimisation fiscale qui lui viennent. Mais même admettons qu'en net, il est seulement 3 millions ou 2,5 millions. Même cette somme apparaît pour la majorité, la grande majorité des Français, absolument obscène. Donc, soit on traite cette question frontalement, que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau international, soit on va rentrer dans une situation de plus en plus tendue et de plus en plus explosive au niveau social, parce que, tout simplement, la population aura le sentiment que ce discours du « maintenant il faut se serrer la ceinture », ça ne vaut que pour les gueux, et que l'élite, elle,
s'exonère de l'ensemble de ce discours et de ses conséquences. Et ça, c'est la pire des situations possibles. Jacques Sapir, nous avons terminé cette interview. Vraiment merci de nous avoir apporté votre expertise qui nous est très précieuse par ces temps très instables que nous connaissons. Merci encore et j'espère vous retrouver peut-être prochainement pour d'autres interviews. Merci Jacques Sapir. Merci beaucoup.